Un grand merci à Didier, un grand merci à toute l'équipe des Printemps de la cancérologie. Je félicite vraiment l'idée. Bravo pour ce Tour de France. Quelle motivation. Je trouve ça superbe effectivement d'avoir cette université avec cette démocratisation du savoir. Donc ravi de vous retrouver pour les patients et médecins que je connais. Didier m'a demandé de faire un point en une petite demi-heure sur les enjeux en cancérologie ORL. Alors c'est un sujet qui me passionne. Moi je suis donc Jérôme Paris, je suis chirurgien cancérologue ORL sur Marseille. Je vais mettre ma petite image, voilà, sur Marseille et sur Aix-en-Provence depuis 25 ans. Et donc je suis ravi d'avoir une vingtaine de minutes pour échanger avec vous sur les enjeux, parce que la cancérologie ORL, c'est quelque chose qui est très important en nombre de patients chaque année en France, et c'est un peu le parent pauvre finalement en termes de communication de la cancérologie. Donc on va faire un petit survol et puis on aura ensemble une quinzaine de minutes d'échange avec vous pour essayer de répondre aux questions qu'il peut y avoir. Donc avant de parler des enjeux réellement, parlons un peu d'épidémiologie. De quoi est-ce qu'on parle en cancérologie ORL? C'est quand même 15 à 20 000 cas par an en France, ce qui est énorme. Si on prend les cancers, ce qu'on appelle cancer ORL, c'est les cancers de la bouche, des lèvres, du pharynx, du larynx. C'est à peu près 15-20 000 cas, ce qui est énorme. Et c'est quand même le 4e type de cancer après le cancer de la prostate, des bronches et du côlon chez l'homme. Donc c'est le 4e, et pourtant on n'a pas l'impression que c'est celui dont on parle en 4e position. Moi, tous les patients que je vois en consultation qui arrivent avec un cancer de la langue, des lèvres, du pharynx, me disent même je ne savais même pas, docteur, qu'on pouvait avoir un cancer de la langue. Si je l'avais su, je serais venu avant. Et il vous dit ça, et le cancer est déjà en stade 4. Et effectivement, s'il l'avait su, il serait venu me voir en stade 1 ou 2. Il pense que c'était un herpès, un aft ou autre. Non, c'était un cancer. Et donc c'est quand même le 4e, et pour le coup, on le reconnaît tous, on n'en parle pas assez. Alors la singularité de la France, c'est que, et là pour le coup, contrairement au sport, on est clairement meilleur. On est premier mondial, et tous les ans, depuis 40 ans, donc on a vraiment le leadership là-dessus, sur le nombre de cancers du larynx et de l'hypopharynx. Et de très très loin. Alors comme on a peu de temps, je ne vais pas vous montrer toutes les courbes par rapport à nos collègues européens, mais si je vous montre les Anglais, les Allemands, dont on se dit tout de suite, mais ils consomment aussi de l'alcool, les Allemands et les Anglais, peut-être même plus. Écoutez, bref, ils consomment peut-être, mais ils ont en fait environ 5 à 6 fois moins de cancers en incidence ORL que ce qu'on a nous en France. Donc numéro 1, larynx, pharynx, l'incidence pour les non-médecins, c'est quoi? C'est le nombre de cancers qu'on a par habitant, quoi. Ça veut dire j'ai 1000 habitants, j'ai un pourcentage d'avoir 20 cancers. En France, on est le premier au monde. Ce qui veut dire qu'il y a un petit souci dans notre mode de vie, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on mange, dans notre mode de vie en France. On n'est pas non plus mauvais sur l'oropharynx, c'est-à-dire l'amygdale et la cavité buccale, on est 2e au monde. Et les premiers, ce sont les Indiens. L'Inde, le sous-continent, 1 milliard, 1,3 milliard. Pourquoi? Parce que les Indiens, eux, on le voit tout de suite, on se dit, bah oui, c'est quand même les seuls à faire ça, ils chiquent du bétel. Vous savez, cette espèce de feuille rouge là, qui donne les dents toutes rouges et les gencives. Alors eux, bien sûr, ils sont un peu devant nous sur les cancers de la gencive, on est un peu en dessous, mais on n'est quand même pas si mauvais, donc on a un vrai sujet de fond en France sur l'incidence dramatique de ces cancers, et pour autant, on n'en parle pas. Pas assez. Alors la particularité, c'est quoi? C'est que ce sont des cancers qui, historiquement, étaient strictement masculins. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, je voyais 99% d'hommes dans mes consultations. Aujourd'hui, j'en vois 65-70%. Les femmes arrivent. Et la particularité de ces cancers ORL, c'est qu'ils touchent, c'est le cancer le plus jeune, hormis le cancer du testicule pour les spécialistes, mais hormis celui-là, hormis le séminome, c'est le cancer le plus jeune. Nos cancers touchent les gens d'entre 65 et les plus jeunes 30 ans. On a pas mal de types qui ont 40-45. Donc c'est un énorme enjeu de santé publique, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui cotisent, des gens qui font avancer la société. Et globalement, ce ne sont pas des gens en deuxième partie de vie. Donc c'est un double enjeu. Santé, bien sûr, pour le patient, et santé publique pour le volume, et santé publique, en général, même pour le financement de notre système. Parce qu'on touche des actifs. 50% de nos patients en ORL meurent avant la retraite, à 64 ans. Avant 64 ans. Donc c'est vraiment un cancer qui est très singulier par rapport à tous les autres. Et si on a le temps dans la journée, on échangera sur les âges moyens des cancers du sein, des cancers digestifs ou autres. Et on se dit, mais c'est dingue qu'en ORL, il y ait autant de gens qui meurent si jeunes, et finalement, on n'en parle toujours pas. Alors, merci de me donner l'occasion d'en parler, justement. Mais le but, c'est que vous sortiez aujourd'hui de cette réunion en disant, ah, on a quand même appris un truc. Et dans vos familles, vous allez pouvoir devenir les ambassadeurs en prévention de ces cancers ORL en disant, faites attention, faites-vous dépister. Alors, la particularité, enfin, qui explique le fait, qui est le dernier axe un peu dramatique de notre spécialité, c'est qu'on voit énormément de patients, vous l'avez compris, mais surtout à des stades très avancés. Vous savez, les stades en cancérologie, on les classe de 1 à 4. Stade 1, 2, 3, 4.
petits, enfin c'est vraiment S, M, L, XL, quoi, hein. Et on se parle entre nous, on voit quel est le stade. Nous, on a beaucoup de stades 3 et 4, des XL et XXL, énormes. Pourquoi? Parce que les gens mettent un temps fou à venir nous consulter. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent du temps à nous consulter? Un, parce qu'ils ne savent pas que ça existe, le cancer ORL. Donc, ils ont un mauvais afte sur la langue et ils se disent, bon, j'ai pas de bol, il faut que je change de bain de bouche peut-être. Ça marche pas. Ça fait 6 mois. Ils voient leur médecin généraliste ou leur chirurgien dentiste, pas toujours parfaitement au courant du cancer ORL non plus, parce que quand on fait 10 ans de médecine, en fait, on n'est pas spécialiste. Quand on fait de la médecine générale, on apprend un peu de tout. Et le cancer ORL, c'est un peu le parent pauvre, donc on va plus faire des cancers, plus le poumon et autres. Et en ORL, ils ne sont pas spécialement au courant des choses. Et puis surtout parce que les symptômes, c'est ce qui est écrit ici, là, à droite. C'est cette pub que beaucoup d'entre vous ont déjà vue. Ça vient de l'Inca. Hein. Je perds la voix, chaîne du nez, j'ai mal à la gorge, j'ai mal dans l'oreille, tiens, j'ai un aphte, j'ai des bourdonnements dans l'oreille, j'ai une boule dans le cou. Enfin, qui n'a jamais eu ça? Personne ne lève la main, on a tous eu ça un jour. Donc, ces symptômes ne veulent pas dire cancer, veulent dire cancer si ça dure plus de 15 jours. Et la simplicité et la bénignité de ces symptômes, en réalité, font que quand vous avez un aphte et une boule dans le cou, bon, ok, j'ai déjà eu il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, et on ne fait pas gaffe. Puis quand on se rend vraiment compte, au bout de 6 mois, que ça devient gros comme une pêche, là, on finit par réagir et on trouve le chemin, mais on arrive à un stade avancé. Mais qui dit stade avancé en cancérologie, et vous le savez très bien, dit automatiquement un combat beaucoup plus lourd, et automatiquement un taux de succès beaucoup plus faible, parce que l'ennemi, le cancer, est bien plus développé. Donc on l'a dit, c'est beaucoup de monde à des stades très avancés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comme je vous disais, c'est que les nombres d'hommes, qui étaient très importants, 95%, diminuent à la faveur des femmes, qui aujourd'hui représentent 25-30% de nos patients, donc ça commence à être conséquent. Pourquoi? Alors on va le voir, il y a plusieurs explications dans cette démocratisation. La première, qui ne date pas d'hier, hein, c'est le fait que les habitus, les modes de vie des hommes et des femmes, depuis les années 60-70, il y a 50 ans, changent. Et en gros, aujourd'hui, le fait de fumer n'est plus l'apanage des hommes, comme c'était le cas en 70. Les femmes fument comme les hommes, les femmes travaillent comme les hommes. Alors certes, on n'est pas encore dans une égalité parfaite, mais la société travaille dans ce sens-là. Et au niveau des facteurs de risque comme le tabac, les femmes qui maintenant fument depuis 40 ans comme les hommes, ont le droit à leur lot de cancer ORL, parce que le tabac reste l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1. Alors souvent, mes patients me disent, ou mes amis me disent, ok Jérôme, mais quand même, t'exagères. Moi, je ne bois pas, hein. Donc le cancer, je ne l'aurai pas. Faute. Le problème, c'est la clope. Je vous donne un chiffre. Celui qui fume un paquet par jour, il multiplie son risque par 40 par rapport aux copains qui ne fument pas. Risque de cancer ORL. Celui qui fume et qui boit, beaucoup, il multiplie par 55. Et franchement, moi je vous dis les fumeurs, régalez-vous, hein. Buvez. Le mal est fait. Quand on est x40, x55, c'est le même tarif. Donc en clair, l'ennemi, pour nous, ORL, et je ne vous dis pas que l'alcool est bon, mon collègue juste après vous dira sûrement le contraire, mais pour nous, pour l'ORL, je ne parle pas du foie, mais pour nous, pour l'ORL, l'ennemi, c'est la clope. Et en France, on n'est pas les meilleurs élèves là-dessus quand on compare avec nos petits copains européens. Il suffit d'aller voir les sorties de classe à Paris, Marseille versus Londres, Édimbourg ou Munich. Nos gamins fument encore énormément. On n'a pas réussi à leur apprendre ça, pas encore. Ça marchera peut-être le prochain coup, dans 20 ans. Mais là, cette génération, on n'y arrive toujours pas. Alors que les autres ont arrêté de fumer beaucoup moins que nous. Donc, on a la première explication, c'est effectivement le tabac qui est le premier enjeu, qui n'est pas du tout acquis en France. Pour nous, en ORL, c'est notre sujet majeur encore. L'alcool, on en a dit un mot, bien sûr, je plaisantais en vous disant buvez, ne buvez pas naturellement. Mais vous l'entendez, en fait, quand vous avez alcool plus tabac, c'est bien sûr pire. Alors la question qu'on me pose aussi, c'est et si je fais que boire? Bon, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, autant je vois des patients qui sont des énormes fumeurs, qui n'ont jamais bu une goutte d'alcool, autant je vois des patients qui sont des vrais alcoolos tabagiques, donc ils boivent et ils fument. Par contre, l'énorme alcoolique qui ne fume pas, il est rare celui-là. En général, le vrai alcoolique, souvent, il a une petite tendance addictive et la cigarette a souvent croisé son chemin. Donc, l'association tabac-alcool reste quand même historiquement l'enjeu numéro 1. Et puis, il y a des nouveaux facteurs de risque. Dans les nouveaux facteurs de risque, il y a un mot-clé que tout le monde connaît, on va en parler aujourd'hui avec le Dr Vinnie Cohen, l'HPV. L'HPV, tout le monde connaît ce mot-là, mais je fais un tout petit rappel, on va en parler un peu aujourd'hui. C'est le Human Papillomavirus, c'est ce fameux virus qui donne des papillomes, des verrues en fait, on en dira un petit mot.
Et lui, clairement, depuis, alors c'est une semi-nouveauté, hein, regardez, 2004, hein, c'est un vieux truc quand même, hein, Washington 2004, une conférence mondiale sur le cancer ORL, où tout le monde se dit, ah oui, on se rend compte quand même que ceux qui ont de l'HPV font des cancers spécifiques. Donc l'HPV est un réel enjeu, et on fera un chapitre, on se donnera 10 minutes vraiment là-dessus. On a l'alcool, on a le tabac, et bien sûr aujourd'hui on a l'HPV. Et l'HPV touche autant les femmes que les hommes, et c'est ce qui explique, en dehors du fait que maintenant les hommes et les femmes peuvent avoir accès au tabac et à l'alcool, et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a beaucoup de cancers hommes-femmes, et donc plus de femmes dans notre statistique globale, parce que des femmes rejoignent avec les hommes des risques pas réellement liés à l'alcool et au tabac seulement. L'HPV, c'est j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, bam, j'ai un cancer, c'est lié à l'HPV. Le cannabis, un tout petit mot, alors très débattu le cannabis, parce que, bon, d'abord on se rend compte, certes c'est illégal en France, mais chez les voisins c'est légal, quelle position adopter, comment... En un mot, pour le cannabis, je vous dirais par rapport à l'ORL, les études diverses nous disent que globalement, et ça c'est pour parler aux plus jeunes, clairement, l'agressivité du cannabis sur la genèse d'un cancer ORL est plus importante qu'une cigarette. Clairement. Clairement, ça c'est acté. Quand vous parlez aux plus jeunes, c'est toujours difficile de donner des chiffres précis dans ce genre de choses, mais allez, pour la faire un peu caricaturale, je dirais 1 joint égale 10 clopes. 1 joint égale 10 cigarettes. Dit autrement, une roulée avec du cannabis dedans, c'est 10 cigarettes fumées, quoi. Donc quand on a des gamins qui prennent 2 joints par jour, bah, c'est l'équivalent d'un gamin qui prend un paquet, et on a parfois des gamins qui prennent 6 joints par jour, c'est comme des gamins qui fument 3 paquets. Donc c'est beaucoup. Donc clairement le cannabis, quand on parle aux plus jeunes, il faut quand même, parce qu'aujourd'hui vous savez le CBD, enfin tout le monde suit le CBD, c'est super à la mode, les bars qu'on a à Aix, dans les vieilles villes, là, le bar à CBD, etc. Souvent qu'il y a aussi plein de bénéfices, enfin je ne suis pas contre le cannabis ni pour, hein, mais le CBD est probablement intéressant, mais clairement le cannabis chez les plus jeunes, quand on a des patients, nous, à 35 ans, qui ont des énormes cancers ORL, on se rend compte que c'est souvent quand même des gros fumeurs de tabac et de cannabis. Et donc clairement, retenez que le cannabis est un facteur qui n'est pas propice, en tout cas pour l'ORL. Puis les facteurs génétiques, bien sûr. Il y a toujours de la génétique derrière, certaines pathologies, certaines familles touchées plus que d'autres, et ça c'est tout à fait évident, et c'est pas propre à l'ORL. Alors un tout petit mot sur le papillomavirus. Le papillomavirus, le fameux HPV, c'est un virus que tout le monde connaît, mais on va essayer de faire quelques slides pour être plus clair sur qu'est-ce que ça veut dire en ORL, parce qu'on en parle beaucoup pour, vous le savez, le cancer du col de l'utérus, qui touche aussi les femmes dès le plus jeune âge. Rappelez-vous d'ailleurs qu'avant de donner le cancer du col, ça donne des lésions bénignes génitales, et verrues génitales en fait, qui peuvent devenir cancéreuses. Ben, chez nous en ORL, c'est pareil. On a des lésions verrues buccales ou pharyngées qui peuvent devenir cancéreuses. Donc c'est vraiment le même profil, on ne parle pas de la sphère intime, on parle de la sphère ORL, mais on est sur les mêmes profils de pathologie. Et donc l'HPV, indépendamment de tout le reste, de la cigarette, du tabac, donne des cancers ORL aussi. Alors il y a 2 types d'HPV, pour essayer de vous expliquer les choses simplement. On va dire que les HPV, il y a plein de cousins, il y a 200 cousins, et on les appelle HPV 1, HPV 2, HPV 3, 10, 20, jusqu'à 200. Ils se ressemblent, mais somme toute, ils restent très différents et ils donnent des maladies différentes. Il y a les HPV non oncogènes, ceux qui ne vous donneront pas de cancer, et puis il y a les HPV oncogènes, ceux qui vont vous donner des cancers. Les HPV non oncogènes, on les connaît tous, on en a tous eu ici, hein. Les non oncogènes, alors il y a différentes races encore, hein, mais par exemple l'HPV 1, tout le monde le connaît, hein, c'est celui qu'on a rencontré à 8 ans à la piscine, dans le pédiluve, on a mis les pieds dedans, le copain était passé devant, et puis 3 jours après, on a une petite virus sur les pieds. C'est de l'HPV, les virus sur les pieds. C'est de l'HPV non oncogène. On voit pas le cancer. Puis notre immunité va ensuite avancer, et parfois notre immunité simplement va réussir à détruire ce petit virus, la verrue va disparaître, ou on va aller voir le dermato pour se la faire brûler, c'est ce qu'on voit sur la photo sur le pouce. Il y a d'autres virus HPV qui vont être avec un tropisme, une spécificité plutôt au niveau des organes génitaux, transmission sexuelle, des verrues génitales, des condylomes, des mots qu'on a tous, qui ne vont pas spécialement devenir cancéreux, ceux-là, mais qui sont contagieux. Donc ceux-là, c'est l'HPV 6, le 11, petite photo qu'on voit ici, assez classique. Notre sujet, c'est pas ça, c'est ça. C'est l'HPV oncogène, celui qui se transmet par voie souvent sexuelle et qui va donner le cancer du col de l'utérus, le cancer du canal anal et le cancer ORL. C'est toute cette zone qui, lors des relations sexuelles, est mise en commun. Et là, on a plusieurs HPV, hein, donc le 16, le 18, 31, bon, je ne passe pas la liste, hein, il y en avait une vingtaine. On n'en connaît que 200 aujourd'hui, mais il ne faut pas rêver, hein, dans 10 ans on en connaîtra sûrement 300 ou 400, hein, c'est la science qui progresse. En tout cas aujourd'hui, pour faire simple, et si on sort d'ici, on se dit, ah ouais j'ai compris, il y a 2 HPV vraiment dangereux qui donnent le cancer, c'est en bas en rouge, le 16 et le 18.
Eux, c'est vraiment les superstars qui donnent le cancer. Ils font 70% des cancers. Les 30 autres, 30%, c'est toute la liste qui est à côté. Ils sont tout aussi agressifs, mais c'est plus diffus. Donc notre cible, nous, c'est le 16 et le 18. Ceux-là, il faut les détruire. Globalement, on retient que les cancers ORL, en clair, on les sépare en deux mondes. Soit on a un cancer ORL parce que j'ai bu et j'ai fumé, ou l'un, comme on aime dire, fumé ou bu fumé. Soit j'ai un cancer ORL parce que j'ai eu de l'HPV. Et nous, en fait, on se dit à l'arrivée, quand on a un cancer chez un patient, est-ce que c'est un cancer HPV positif ou est-ce que c'est un HPV négatif? Si l'HPV négatif, c'est souvent en rapport avec le tabac, on l'a vu, d'autres petits facteurs. Si l'HPV positif, on considère que c'est l'HPV qui lui donne son cancer. Et ça a un impact majeur parce qu'en réalité, les cellules qu'on lit, les cellules ont exactement la même tête dans les deux types de cancers. Ça s'appelle un carcinome épidermoïde ou un carcinome malpigien, il y a différents synonymes. Donc le médecin anatomopathologiste qui lit les cellules vous dit c'est la même chose, il répond à la même conclusion au carcinome épidermoïde différencié. C'est la même chose, on peut différencier, c'est la même chose. Sauf que quand on va plus loin au niveau moléculaire, on se rend compte qu'en fait c'est pas tout à fait la même chose, il y a des spécificités. Et plus encore, l'évolution de la maladie sera très différente. On se rend compte que celui qui a un cancer ORL HPV positif, c'est ce qu'on note là, a un facteur mais bien meilleur pronostic. Si on doit choisir, il faut prendre un HPV positif. Ceux-là, ils tuent beaucoup moins, on les maîtrise beaucoup mieux, avec des traitements beaucoup moins agressifs. Ça fait 20 ans qu'on le sentait, et au bout de 20 ans, on vous dit, bon bah clairement, puisque c'est ça, c'est pas vraiment les mêmes cancers en fait. Ils ont le même nom, mais on va les différencier, et on fait des classifications aujourd'hui, qu'on appelle TNM, c'est la manière, on parlait tout à l'heure de stade, vous savez, stade 1, 2, 3, 4, ça se classe avec des TNM, des classifications, et ces classifications, elles nous permettent de faire une classification spécifique pour le cancer HPV+, et l'HPV-. Ça veut dire qu'en fait, à taille égale, ce que vous appelez un T4B par exemple, il n'aura pas le même nom s'il est HPV+. Un N2B va s'appeler N1 simplement en HPV+. Parce qu'on se rend compte qu'un gros ganglion HPV+, en fait, c'est quand même bien moins méchant, enfin je dirais même plutôt un gros ganglion qu'un petit ganglion HPV-. Donc ça sous-entend que c'est vraiment, on est en train de parler sous le même nom de deux maladies en réalité quand même très différentes. Et donc avec des traitements qu'on va devoir adapter pour qu'ils soient différents. On ne pourra pas taper aussi fort, ou ça n'a pas de sens en tout cas, de taper aussi fort en termes de radiochimiothérapie sur un HPV+, à stade égal avec un HPV négatif. C'est deux maladies différentes. L'HPV+, si on prend les cancers de l'amygdale par exemple, donc vous reconnaissez la langue, un petit schéma avec la base de langue et à droite et à gauche les amygdales, qu'on voit ici, ce qu'on appelle les amygdales palatines ici, ou amygdales linguales ici. Dans ces cancers-là, tout venant, il y a 30% qui sont HPV+. Donc quand on voit 10 patients, on en a 3, c'est purement HPV. Donc on ne parle pas d'une rareté, c'est vraiment du quotidien. 30% des cancers de l'amygdale, c'est de l'HPV+. Et c'est des femmes comme des hommes, en réalité, qui n'ont jamais fumé pour la plupart d'entre eux. Ou s'ils ont fumé 5 cigarettes par jour pendant 5 ans. Et clairement, on n'a pas d'impact là-dessus. Alors comment ça se transmet, l'HPV ? L'HPV ORL, la transmission, elle est clairement... Alors il y a deux types d'HPV. L'HPV dont on a parlé, la verrue, on a parlé du pédiluve à la piscine, ok, je ne parle pas de ça. Mais l'HPV oncogène ORL, c'est une transmission sexuelle. En fait, je suis en train de vous dire que le cancer ORL, finalement, c'est une MST. Ou une IST, on dit maintenant. Oui, un petit peu, effectivement. Ce sont des cancers qui sont vraiment transmis par voie sexuelle, génito-génitale ou orogénitale. Il y a aussi une évolution des mœurs depuis 40-50 ans, la libération sexuelle. Et effectivement, cette libération des mœurs favorise aussi, dans certaines situations, le passage de l'HPV, de la sphère génitale à la sphère orale. Donc clairement, la sexualité, le nombre de partenaires, le type de sexualité a un impact direct sur nos cancers HPV, on l'a dit, base de langue et amygdale. Alors après, il ne faut pas être parano non plus, parce que, bien sûr, quand on a des patients qui viennent nous voir avec un cancer de l'amygdale, que son épouse est là, souvent, la première question, et que l'épouse n'a pas le cancer de l'amygdale, c'est de se dire, mais dis-moi, t'as oublié de me dire un truc, là. Alors, on se calme, en réalité, non, pas du tout. Ce monsieur est avec sa femme depuis 30 ans, probablement dans une fidélité parfaite, et pour autant, son HPV, il a peut-être contracté quand il avait 18 ans, lors de son premier rapport. Et que le virus est latent, et on sait qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a 75-80% d'entre nous qui avons eu l'HPV dans notre vie un jour. Et on n'aura pas tous un cancer de l'amygdale. Donc c'est toute la difficulté, c'est vraiment de saisir que l'HPV, c'est un virus qui est ubiquitaire, on va tous le croiser un jour ou l'autre, et pour avoir ce cancer, il faut le croiser d'une part, et puis il faut avoir, et ça on ne sait pas encore ce qui se passe, un petit trouble au niveau de notre machinerie immunologique enzymatique qui fait qu'à un moment donné, il y a une petite erreur de codage dans la cellule qui fait que ça bascule, et que j'ai une petite prédisposition, plus le virus, plus un certain nombre d'années, et hop,
j'ai mon cancer qui se développe. Donc, il ne faut pas voir les choses en se disant, si tu as le cancer, c'est automatiquement qu'il y a 3 semaines, tu as eu une relation et que tu as contracté ce virus qui te file le cancer. Ça ne marche pas comme ça du tout. Donc, c'est vraiment à retenir, la plupart d'entre nous avons déjà été en relation avec ce virus. Et il est quelque part latent. Alors, dans les enjeux, puisque le but c'est quand même de parler des enjeux, et c'est de parler de la prévention. Et la prévention, bien sûr, elle évolue. On a 3 chapitres, hein. On a l'HPV, on a l'alcool, on a le tabac, et la prévention, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On discute, on parle entre nous, de manière démocratique, pour que tout le monde sache que ça existe, et on comprend mieux les codes. Alors moi, l'histoire me plaît. Je vais vous faire un petit survol de la prévention et de l'histoire de la prévention sur ces différents axes. 1960. Alors, c'était hier. Hein. Je regarde dans la salle, bon, il y en a qui se disent non, c'était vraiment avant-hier. Mais il y en a qui ont le même âge que moi, avec des cheveux blancs, qui disent ouais, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Ça passe très vite, vous verrez. Donc 60, Camel, grosse marque de clope, c'était génial comme approche, c'était déjà le début du vrai marketing américain, se dit pour vendre nos cigarettes, à défaut de leur faire croire que c'est bon pour la santé, on va bien leur montrer que c'est quand même la cigarette de choix des médecins. Et donc dans Time, ça vient de Time, ça, la revue Times, il vous explique, alors je vous la fais courte, mais à l'intérieur on explique qu'il y a une étude en double aveugle sur 3 sociétés professionnelles de statistiques qui font des études sur des médecins en leur demandant qu'est-ce que vous fumez. Et que ça sort à tous les coups, les médecins qui sont au fait de ce qu'est la bonne santé recommandent systématiquement des camels, il n'y a rien d'autre. Et donc de fait, ils se disent, puisque les médecins prennent des camels, on va vendre ce concept-là pour dire aux patients de prendre des camels. Donc c'était vraiment sans retenue à l'époque, hein, c'est tranquille. Et ils vont même jusqu'à faire un peu de science, vous voyez, en vous racontant ici que la forme, le petit T que vous voyez ici, ou le petit T qui est là, ils définissent avec un peu de science que c'est ce qu'on appelle la T-zone. Et la T-zone, c'était les 2 joues, l'oropharynx et le larynx. Et c'est là qu'on pouvait bénéficier, en chargeant la T-zone, de tout le bénéfice de la camel recommandée par votre médecin. Alors ça évolue en 70, 10 ans plus tard, on est toujours aux États-Unis. Et alors là, c'est Marlboro qui prend le lead avec le Père Noël, cette fois-ci, qui vous souhaite que tous vos rêves deviennent réalité. 70. C'est sûr que c'est engageant quand même. Moi, à Noël, t'as envie de fumer quand même. Et puis d'autres marques, alors encore plus, vous disent là, à droite, vous le voyez, alors là c'est une autre marque, Tipalette, on a aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'on ait en France celle-là, qu'on l'ait jamais eu d'ailleurs. On vous dit, soufflez-lui dans le visage et elle vous suivra n'importe où. Donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi on a pu vous souffler dans les années 70 sur le visage, on l'avait lu, nous les hommes, quoi, à l'époque. Et c'est en 2000 que la rupture se fait, puisqu'en 2000, là on change de ton. Et en 2000, on vous dit, bon là ça change de ton, hein, et la loi est passée par là, on explique qu'on n'a plus le droit de faire. Et donc maintenant on parle toujours de cigarettes, mais au lieu d'écrire que c'est très bon, on vous écrit maintenant que vous allez mourir en fumant, et que ça vous provoquera, ce qui est écrit en rouge, une mort lente et douloureuse. Donc c'est assez explicite, on a changé de ton. Donc la clope aujourd'hui, quand on voit ces pubs d'il y a 30 ans, on se dit quand même c'est costaud, et bien sûr, ça marchait, les gens consommaient. Alors les gouvernements s'y mettent, c'est vrai dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on fait? La colonne de gauche, eh ben, la colonne de gauche c'est le nombre de cigarettes vendues, la colonne ici, puis la ligne rouge c'est le prix des clopes. Ben, on augmente le prix des cigarettes et automatiquement, quand on prend le porte-monnaie, ça marche toujours, plus ou moins. Ça développe toujours un petit marché noir, mais globalement ça marche quand même. Quand la cigarette est à 15 € le paquet, c'est plus dur que quand c'est à 3 € le paquet. Et on arrive à aider les Français à diminuer leur consommation en augmentant le tarif. Et puis on fait de la communication, comme on voit ici, elle le connaît bien celle-ci, hein, l'autopsie du meurtrier, danger, poison. Ça marche pas mal, mais pas tant en France encore une fois. Hein. On a un vrai sujet. Hein. Là, il faudrait faire venir ici un psychologue ou un épidémiopsychologue. Il y a un sujet en France. On n'adhère même pas très bien par rapport aux autres pays d'Europe. Alors on n'est pas sans reste non plus hein, sur l'alcool. Je vais faire un petit tour d'horizon. Alors les photos que je vais vous montrer, c'est des petites photos. Moi j'aime bien me balader à droite à gauche en France, dans les bars, pour prendre des photos. Alors c'est pour prendre des photos seulement, je vous rassure. Parce que j'aime bien voir les vieilles photos des communications de l'époque. L'alcool est interdit en France au moins de 14 ans. Il y a un texte de loi. Depuis 54. Bon, on se dit, ouais, évidemment, on ne va pas filer ça aux gamins avant. Quoi. Alors j'ai une question pour la salle. Savez-vous en quelle année on interdit l'alcool à l'école? Je vais être précis, je vais être plus précis, pardon. Au lycée. Parce qu'on ne donnait pas non plus de l'alcool aux gamins en maternelle. Mais à partir de donc 16 ans, seconde, première terminale, 16 ans. À 16 ans, à l'époque, à midi, il y avait de l'alcool, du rouge à table. En quelle année, d'après vous, on arrête le rouge à table? À l'école, à la cantine? 60? Qui dit mieux? 70? Non? 75? Montez? Ouais? Non, il y a eu un changement, je dirais 80. Ouais, 81. Exact. 81, arrivée de Mitterrand. Et là, on se dit, on va être un peu carré, il faut un peu faire des révolutions. 81, on arrête le rouge à l'école. C'était hier 81.
Inspiré de notre culture française, ça s'inspirait de Pasteur, rappelez-vous, et à juste titre, Pasteur disait « l'alcool est la plus saine des boissons », et Pasteur avait raison, parce qu'à l'époque de Pasteur, si vous buviez un verre d'eau du robinet, c'était une dysenterie instantanément, quoi. Donc effectivement, sauf qu'en 81, on arrête l'alcool, donc on a quand même une énorme culture d'alcool. Et les images qui, à 80, c'était hier, rappelez-vous quand même, hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'était obligatoire, mais en tout cas c'était disponible. Regardez ça, celle du devant, la bière est nourrissante. Je l'ai pris en Normandie, celle-là, à Granville, dans un bar. Celle-ci en boit, celle-ci n'en boit pas. Moi, j'ai nourri ma femme avec de la bière, bien sûr, j'ai eu 4 enfants, et les 4 ont été liés à la bière. Plaisante. À droite, elle est belle aussi, celle-là. Elle vient de Saint-Gervais, dans les Alpes. Buvez du vin et vous vivez joyeux. Très engageant encore. Buvez du cidre, vous vivrez vieux. Et puis la plus belle que j'ai, je vous garde la meilleure pour la fin, c'est celle-ci, c'est une carte routière que j'ai trouvée. Une vieille carte routière de 1945. Ne prenez jamais la route, aussitôt après un bon repas, sans un petit verre de Cointreau. Aujourd'hui, ça nous fait tous rire. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'on ait écrit des conneries pareilles. Et oui, ça a changé. Ça a changé parce qu'aujourd'hui, on en est là. Sur l'information et l'enjeu. Bah aujourd'hui, en France, photo de gauche, on nous dit 2 verres, le risque existe. Donc ça, c'était les dernières qui viennent de sortir. Mais on reste français, on dit encore 2 verres, parce qu'en fait, si on va à droite, là, c'est le Grand-Duché du Luxembourg. Bon, ils ont moins de culture alcool que nous, et là, eux, c'est 0 alcool au volant. Rentre en bus. Donc, on est déjà pas mal, on a 2 verres aujourd'hui en France, et effectivement, ça évolue à tel point que là, vous avez le nombre de litres d'alcool qu'un Français de plus de 15 ans ingurgite par jour, avec le temps. Par an, excusez-moi, par jour. Par an, avec le temps. C'est-à-dire que vous prenez sur l'année, le nombre, en gros, vous imaginez, si jamais je bois une bouteille d'alcool par jour, ça me donne une bouteille de vin par jour. Si je suis à 15%, on va dire, ça fait à peu près, si on est à 15% d'alcool sur 50 000, ça fait à peu près 10 cc d'alcool pur. Ben ça, sur l'année, ça donne 26 litres d'alcool pur par Français par an. Et ça dégringole, on est de 26 à 12 dans l'espace de 25 ans. Bon, bah, ça continue quand même à diminuer, bien que sur ces dernières générations, on entend bien parler de ce binge drinking, là, avec ces jeunes qui sont en recherche de sensations, que l'alcool revient un peu en force. Mais enfin bref, il faut en parler, il faut exprimer tout ça, c'est le but du propos aujourd'hui. Le 3e sujet, c'est l'HPV. Donc premier enjeu tabac, 2e enjeu alcool, 3e enjeu l'HPV. L'HPV, je vous le disais, c'est vraiment une maladie à part. Hein. C'est un cancer qui a le même nom, mais qui en fait n'est pas le même, qui touche d'abord pas n'importe où. On ne fait pas un HPV sur les cordes vocales, on ne fait pas un HPV sur les lèvres, on fait un HPV sur les amygdales ou sur la base de langue, en arrière. Le schéma ici, l'HPV il tape ici, hein. Voilà, à l'arrière. Il ne touche pas la partie basse ou la partie à l'entrée. On a autant d'hommes que de femmes, c'est du 50-50. On n'a pas de facteur de risque associé. On fume, c'est pire, mais si je ne fume pas, j'ai autant de risque de me faire un HPV. Et globalement, je suis plus jeune. L'HPV, c'est des patients qui ont en général aux alentours de 50-55 ans. C'est des patients clairement plus jeunes. Et puis, il y a aussi une vraie différence de profil. Là, je passe un peu vite sur cette étude. L'HPV, elle vous dit que globalement, c'est des patients plus jeunes. Ici, vous avez, on va se concentrer sur ces 2 colonnes, là, regardez. La verte, c'est la colonne HPV, cancer HPV, hein. Et la rouge, c'est la colonne, j'ai pas de cancer, pardon, j'ai un cancer non HPV. Donc, on dit que quand je suis HPV, je suis pas fumeur. Quand je suis pas HPV, je suis fumeur. Je suis plus jeune quand je suis HPV. J'ai un niveau socio-économique moindre quand je suis HPV-, alcoolo-tabagique. L'HPV, on se dit qu'il est éduqué. On voit que c'est souvent des gens qui ont fait des études supérieures. Donc il a appris que boire et fumer n'était pas bon. Il a eu le message, il boit moins et fume moins, mais il n'est pas encore au fait du risque HPV, donc il a un HPV. Et bien sûr, le nombre de partenaires sexuels, plus j'ai des partenaires, plus mon risque de cancer HPV+ augmente, puisque c'est quelque chose qui va se transmettre. Les chiffres sont assez impressionnants, hein. Alors, à prendre avec des pincettes, mais globalement, les dernières études américaines vous montrent que, globalement, à partir de 8 partenaires sur une vie, c'est pas rien, mais c'est facilement accessible. 8 partenaires sur une vie, votre statistique de cancer ORL augmente de manière claire. Donc clairement, il y a une relation entre le nombre de partenaires et vous venir donc automatiquement sur la prévention et la protection qu'il va falloir avoir.
La particularité de ces cancers, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes en scanner, en IRM, mais cliniquement pour nous, on arrive à les détecter et à les sentir avant même de faire la biologie. C'est des cancers qui sont très exophytiques, qui vont vite grossir, qui donnent des ganglions assez volumineux et très kystiques. Comme on le voit là, c'est vraiment comme des petits kystes. Donc ça, c'est assez caractéristique. Cliniquement, on les voit arriver. Et le message, en un seul mot, c'est que ce sont des cancers qui ont, comme je vous l'ai dit, un profil évolutif très singulier. Ils sont moins agressifs finalement que l'autre cancer du fumeur pur. Et cela, quand on a ça, on est, et je suis en tout cas, beaucoup plus rassurant avec mes patients sur les chances de guérison selon les stades quand on a ce type de cancer. Donc en un mot, ces chances de guérison, ça veut dire quoi? On vous donne des chiffres. Le cancer ORL, on l'a dit au début de la journée, c'est celui qui est finalement le 4e en nombre, sur lequel on a très peu d'informations, on n'en parle jamais, à la télé, jamais. Et pourquoi? Probablement parce qu'historiquement, il y a 30-40 ans, c'était le cancer de l'alcoolotabagique, et que sur un plateau télé, amener 2 pochetrons alcoolotabagiques, c'était quand même moins vendeur dans une stratégie de communication que d'autres cancers sur lesquels il n'y avait pas ce facteur de risque, avec le jugement qu'il y avait autour de l'alcool. Et tout ça pour vous dire qu'on a 50% globalement de survie à 5 ans, tout stade confondu, sur du cancer ORL, non HPV, alors qu'il y a 75% de survie sur de l'HPV positif, et précisément 90% de survie à 5 ans. Donc l'HPV, clairement, c'est un cancer qui est vraiment plus accessible en termes de traitement et de guérison. Et en un mot, la spécificité de ces cancers, c'est qu'on va la traiter, comme je vous disais, de manière beaucoup moins agressive. On va être moins agressif, ça veut dire qu'on va faire de la radiothérapie seule, et on évitera, ça dépend des cas, mais on évitera la radiochimiothérapie. On sera plus à l'aise sur une radiothérapie seule. On fera de la chirurgie isolée, chirurgie au robot, et plus les grandes chirurgies ORL où on va devoir faire des sections de mandibule et de visage. Donc on est beaucoup plus respectueux de l'organe et de la fonction. Et puis, on en entend beaucoup parler en ce moment dans les émissions scientifiques à la télé, la vaccination thérapeutique, et on comprend le concept, c'est une approche virale à la base, et la vaccination thérapeutique, on saisit qu'on va pouvoir intervenir dessus. Le dernier axe, c'est comment je le préviens, l'information, la prévention de ce cancer, comment ça a évolué. D'abord, bien sûr, le préservatif, et là, il faut en reparler dans l'enjeu. Il faut en reparler parce que dans les années, alors on repasse maintenant, après avoir parlé de 80, on va passer aux années 90, avec ces années SIDA, où les générations des années 90 dont je fais partie, on se rappelle très bien qu'à l'époque on ne parlait que de ça en boucle sur les émissions télé, et on apprend aujourd'hui que finalement le préservatif aujourd'hui il est moins automatique, moins systématique chez les plus jeunes, parce qu'il n'y a plus le drame SIDA de l'époque qui faisait qu'on était quand même très sensibilisés. Il n'y a pas que le HIV, quoi. On meurra plus finalement aujourd'hui d'un cancer HPV+, que d'un HIV, sur lequel avec une trithérapie vous allez vivre 30-40 ans, quoi. Voire même beaucoup plus. Donc oui, le préservatif, et puis surtout la vaccination de nos enfants. Là, je vais terminer dans quelques minutes avec ça, la vaccination de nos enfants, c'est un énorme sujet. C'est un sujet sur lequel nous, Français, on a été les mauvais, alors autant on est les champions en incidence, autant sur la vaccination, on a été les pires d'Europe. Ça doit faire que 3 ans qu'on accepte de manière automatique de vacciner filles et garçons, alors que jusqu'alors, on ne parlait que des filles. Bon, bien sûr, on parlait on parlait à l'époque uniquement du cancer génital du col de l'utérus. Mais tout le monde savait très bien que le canal anal qui touche les garçons et les filles et l'oropharynx, c'est bien sûr garçons et filles. Et on a mis des années à pouvoir vacciner. Alors on a 2 sujets, il y a un sujet politique, probablement politico-économique naturellement, puis il y a un sujet aussi sociétal, le rapport à la médecine de nous Français, le rapport à la médecine de nous Français vis-à-vis de la vaccination. Je vous rappelle les moments parfois un petit peu houleux sur nos plateaux de télévision lors du Covid, avec le rapport vaccin par vaccin. Encore une fois, ce serait intéressant de comprendre pourquoi, mais on est défiant vis-à-vis de tout ça, les Français. On est défiant et finalement, on reste avec un nombre de cancers qui est énorme. Les gynécologues vous en parleront, ou quand on apprend que dans les pays de l'hémisphère sud, comme l'Australie, le cancer du col de l'utérus est devenu une pathologie qui n'existe plus, et qui viennent en Angleterre ou en France, ces médecins australiens, pour venir voir des vieilles pathologies du vieux monde, c'est pareil au niveau ORL, c'est chez nous finalement qu'on voit ces vieilles pathologies, comme les médecins français qui allaient en Afrique tropicale pour voir des vieilles maladies qu'on n'avait plus à l'époque. On reste quand même le continent et le pays sur lequel on a cette vieille maladie. Pourquoi? Parce qu'on a pris 15 ans de retard sur la vaccination. Elle rentre, mais je vous promets, vaccinez vos enfants, vos filles et vos garçons. J'ai vacciné mes 4 enfants, je le fais en âme et conscience, vous ne risquez rien, et vous préviendrez au minimum les verrues génitales, chez les filles et les garçons, mais surtout les lésions précancéreuses et cancéreuses chez la fille du col de l'utérus, de la vulve, chez le garçon, ça existe, du pénis, du prépuce,
Le cancer, ça existe ici aussi, et surtout au niveau ORL. Tout ce qu'on vient de se dire. Et l'ORL, c'est le plus dur à voir. Parce qu'au niveau génital, chez un homme, facile à voir. Chez une femme, plus compliqué, il faut aller voir son gynéco. Mais au niveau ORL, hommes et femmes, on voit rien. Hein. C'est pas la bouche, hein. C'est le pharynx. Donc c'est pas des lésions qu'on voit. Quand vous les sentez, elles sont déjà énormes. Donc on vaccine avec 2 types de vaccins. Aujourd'hui, on a commencé à l'époque avec du Gardasil. Aujourd'hui, on prend du Gardasil 9. Et le 9, en fait, vous voyez, c'est écrit là, c'est le nom des sous-types, des sérotypes d'HPV que l'on cible. Alors bien sûr, il y a le 16 et le 18 dont on a parlé, qui sont les plus gros, hein, et puis il y a les autres. Et donc en ce moment, il y a beaucoup d'études, parce que la question c'est, est-ce que dans 20 ans, on verra véritablement nos jeunes bien vaccinés, ça va prendre 20 ans, le temps que ces jeunes soient vaccinés, grandissent, on vaccine vers l'âge de l'adolescence à 10 ans, le temps qu'ils aient leur premier rapport, qu'ils aient de l'HPV, qu'ils vieillissent un petit peu, parce que je répète, rappelez-vous, hein, on n'a pas l'HPV le jour où on a contracté, et on va attendre 20, 30, 40 ans, 50 ans, pour s'assurer que notre taux de cancer ORL, garçons et filles, diminue grâce à cette vaccination. Ben, je vous remercie. Merci. C'était extrêmement informatif, très pédagogique. Et embêté sur l'HPV+, avec ses 8 partenaires. Enfin, Didier, je sais que lui, il est tranquille, ça c'est certain, il n'y a pas de risque. Mais... Et bon, je vais poser une première question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que tu penses qu'il est, comme en gynéco aujourd'hui, intéressant de vacciner même la génération des 20-30 ans qui n'ont pas été entre 10 et 20? Oui, alors, c'est bien sûr un vrai sujet parce que quand on lit des recommandations vaccinales, il y a une stratégie politique, mais il y a aussi une stratégie économique derrière, ce qui est tout à fait cohérent. Alors, la politique aujourd'hui française dit qu'on vaccine les adolescents, ou en tout cas l'idée c'est de vacciner avant les premiers rapports, avant qu'on ait le risque de rencontrer ce virus, sauf dans les profils de sexualité à haut risque, homosexualité masculine, donc sous-entendant multiples partenaires, et donc là, la recommandation est dit on vaccine jusqu'à 25 ans sans réfléchir. Dans cette veine-là, ça a bien sûr du sens de se dire, oui d'accord, mais alors pourquoi est-ce que un rapport homosexuel multiple serait plus à risque qu'un rapport hétérosexuel multiple? Bon, en fait, il n'y a pas de différence, hein, tu as complètement raison. Donc effectivement, pour ceux qui ont des enfants de moins de 30 ans et qui n'ont pas été vaccinés, oui, je pense que ça a du sens. Qu'est-ce qu'on risque? Rien, on risque simplement une petite piqûre dans le bras et au pire, si on a déjà contracté et que le virus est déjà latent dans son corps, de ne pas être efficace. Hein. Un vaccin, l'investissement dans le vaccin vaut le coup, quoi. Par contre, dans le même mode, voilà, j'ai 55 ans, la vie des uns et des autres sexuels fait qu'on a eu plus de partenaires. Bon, on se dit à un moment donné, je vais peut-être pas me vacciner à 55 ans parce que finalement, j'ai passé le nombre de partenaires et statistiquement, c'est certain, je l'ai rencontré, quoi. Oui. Et donc, si je l'ai rencontré, il est là et je ne fume pas, je ne bois pas pour justement pas donner les chances que ça se transforme. Des questions? Oui. Bonjour. Lorsqu'on entend sphère ORL, nez, gorge, oreille, on n'a pas entendu un mot sur le nez, le sinus, les oreilles. Qu'est-ce qu'il en est au niveau? Très bonne question. Très bonne question. Alors la première chose, effectivement, c'est qu'on a bien sûr tourné toute la présentation sur le vrai sujet qui est bouche-gorge. Parce que là, on parle du cancer du fumeur, d'accord, et de l'HPV. Enfin, on parle d'organes dans lesquels l'alcool va être en contact. En ORL, quand on parle d'alcool, c'est vraiment l'alcool au contact muqueux. C'est pas le fait de boire et que ça aille dans le sang. Non, non. C'est le fait que ça touche la muqueuse. Donc, ça rentre dans la bouche, dans le pharynx. Quand je fume, ça touche la bouche, ça va dans le pharynx. Lorsque j'ai un rapport en embrassant quelqu'un ou un rapport orogénital, ça touche la bouche, ça va dans la gorge. Ça monte pas dans le nez, d'accord, et dans l'arrière-nez. Donc, c'est pour ça qu'on a tout ciblé à ce niveau-là. Là où votre question est pleine de pertinence, c'est qu'effectivement, chez l'être humain, dès qu'il y a un tissu vivant, il peut se cancériser, quoi que ce soit. La peau se cancérise, tout se cancérise. Donc oui, le nez peut se cancériser, les sinus se cancérisent, mais pas du tout sur ces mêmes cancers-là. Sur des cancers qui n'ont plus rien à voir, qui sont totalement déconnectés de la cigarette, déconnectés de l'alcool, déconnectés de l'HPV. Si on a des cancers typiquement des sinus, il y a d'autres facteurs de risque, hein, c'est comme par exemple les menuisiers qui vont avoir des cancers de l'ethmoïde, mais qui n'ont rien à voir avec leur cigarette. Et donc c'est juste, vous avez raison, on peut avoir des cancers des sinus, on peut avoir des cancers du nez, on peut avoir des cancers de la peau, on peut avoir des cancers d'autres régions ORL, de l'oreille, mais totalement déconnectés de tout ça. Oui.
parlez fort, peut-être qu'on va... Ouais, je peux vous entendre peut-être. Quels sont les modèles biologiques pour étudier les HPV? Alors aujourd'hui, pour la recherche d'HPV, il y a des recherches, il y a différents types de recherches, soit qu'on peut mettre à disposition. Il y a des recherches qui vont être sérologiques dans le sang, et puis après, dans ce que l'on fait nous dans nos cancers, c'est des recherches avec des systèmes d'hybridation in situ, c'est de la biologie moléculaire, où on va rechercher des traces d'ADN HPV dans le tissu. Est-ce qu'il y a des saignements, des cellules in culture, des tissus in culture pour étudier les HPV? J'ai pas bien entendu, pardon? Est-ce qu'il y a des cellules in culture ou des tissus in culture ou des saignements pour étudier l'HPV? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des cultures qui ont été réalisées pour essayer de comprendre comment fonctionne l'HPV, mais je dirais, aujourd'hui, l'histoire de l'HPV en ORL, elle a déjà quand même plus de 20 ans. Donc on n'est plus vraiment dans de la nouveauté, on n'est plus sur des questionnements à se demander ce que réellement c'est de l'HPV, on est plus aujourd'hui sur de l'approche qui se dit, ok, on sait que l'HPV est là, il y a des travaux de recherche pour comprendre comment est-ce que l'HPV arrive à modifier le génome. Bon, c'est classique, il rentre dans la cellule, il modifie le génome, mais il ne modifie pas le génome de tout le monde. Donc c'est l'association de l'HPV avec une modification du génome préalable qui fait qu'on va pouvoir avoir du cancer. Donc il y a bien sûr des travaux de culture cellulaire qui sont faits pour voir quelles sont les modifications de votre ADN à cause du virus qui vont provoquer le cancer, mais on n'a pas de réponse claire encore à ce niveau-là. Dans la pratique courante, c'est plus une question de diagnostic. Est-ce que vous avez été en contact ou pas, en pratique courante, et quel impact ça a sur votre traitement. Et ça, c'est de la recherche d'ADN directement. D'autres questions? Allez-y, si vous voulez. Bonjour. Moi, j'ai souvent des aftes, Oui. Vraiment souvent, toutes les semaines. Le médecin généraliste dit il n'y a rien de particulier, un dermato me dit pareil, ils n'ont pas de solution, ils disent rien. Est-ce que je dois venir vous voir? Est-ce que... Non. Ça fait quand même quelques années. Alors, le sujet, c'est, comme on dit au début, la banalité des symptômes, effectivement, du cancer ORL. Quand on a des aftes, souvent, je fais un aft qui va durer 10 jours, 15 jours, 5 jours, il disparaît, ça se normalise, puis j'en refais un autre 6 mois plus tard. Moi, c'est pas 6 mois. Ou j'en fais un autre 15 jours après, ou 3 jours après. Ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai un cancer, quel qu'il soit, et c'est vrai dans le corps entier, autant sur du sein, que du digestif que de l'ORL, c'est une cellule qui se multiplie et qui croît et qui ne s'arrête jamais. Donc c'est pas un aft qui s'arrête et qui redémarre le lendemain. Non, non. C'est un aft qui va crescendo non-stop. Donc quand on a, bon, ça, alors en plus, bien sûr, un cancer, ça ne dure pas 20 ans, vous imaginez bien que les survies sont bien plus courtes. Mais globalement, lorsqu'on a un aft, si l'aft, au bout de 3 semaines, continue à croître et jamais va diminuer malgré la patience, les bains de bouche et tout ce qu'on fait, bien sûr, il faut venir nous voir. Par contre, si c'est un aft qui vient, qui part, même si c'est tous les mois, non, on n'a plus de sujet de cancer. Et c'est pas d'ailleurs parce que vous pourriez avoir 10 aftes par mois, tant que cet aft qui s'est éteint, qu'il y en a un autre qui est né à côté, ne serait-ce qu'un millimètre, on n'est plus inquiet, quoi. Et le fait de faire des aftes n'est pas un facteur de risque à faire un cancer à la fin non plus. Merci. Oui, oui. Est-ce qu'on a un retour sur l'impact de la cigarette électronique? Alors, la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est quel est... Un impact de la cigarette électronique éventuel. Ouais, alors non, au niveau ORL, on n'a vraiment pas du tout d'impact sur le cancer pour l'instant maîtrisé, parce que la cigarette électronique, qui est probablement, et là c'est un regard encore une fois purement de cancéro-ORL chirurgical, qui est une invention géniale. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que nos patients atteints de cancer arrivent à arrêter de fumer? La cigarette électronique, moi j'ai l'impression que c'est 80% de mes patients qui arrivent, entre autres, avec cette aide-là, entre autres. Donc ça reste quand même, je pense, un véritable avantage. Les gens fument plus de tabac, et le meurtrier, c'est le tabac et le cannabis. Mais le tabac est là, quoi. Donc globalement, une cigarette électronique est, comme je dis à mes patients, assurément bien moins pire que la cigarette. Alors j'ose pas leur dire que c'est du bon, parce que vu qu'on utilise à l'intérieur probablement des dérivés qui donnent de différents arômes, et des dérivés qui probablement dans 20 ans nous montreraient que ça donne d'autres pathologies, et j'imagine plutôt des pathologies type leucémie ou autre par rapport à la chimie qu'on va respirer, mais pas du cancer. En ORL, on n'a pas directement de modification ou en tout cas d'impact négatif de la cigarette électronique. Oui. Oui, tu as parlé tout à l'heure du tabac chiqué. Oui. Alors, je crois qu'il est classique de dire que la combustion de la cigarette est un facteur nocif. On sait aussi, nous, que par exemple, tabac et alcool se potentialisent. J'avais appris par nos collègues du Calvados que quand on boit de l'alcool,
dans la tasse de café chaud le matin au bar, on ajoute le facteur chaleur et qu'à ce moment-là, c'est encore plus toxique. Je voulais savoir ce qu'il en est en termes de risque de cancer du poumon et de cancer ORL entre le tabac chiqué et le tabac fumé. Ouais. Alors, déjà, le tabac chiqué en France, c'est très peu, ça existe, hein, mais c'est quand même très peu de patients. On en a très rarement, contrairement à ce qu'on disait en Inde, et c'est pour ça qu'ils sont largement devant nous. En attendant, dans les statistiques en Inde, pour ceux qui mâchent leur tabac, qui chiquent leur tabac, qui passent leur journée avec des feuilles de tabac, des bételles planquées au-dessus de la gencive, avec des dents rouges, pour ceux qui ont voyagé, ils n'ont pas plus de cancer de poumon que les copains. Hein. C'est vraiment du local, c'est une atteinte locale. Au même titre en ORL que quand je parlais d'alcool, c'est ce que je disais à l'instant, hein, c'est pas tant en ORL la question de l'alcool que j'ai ingurgité en fait, hein, c'est le contact avec la muqueuse. Hein. C'est-à-dire que celui qui est un goûteur professionnel de vin et qui recrache à chaque fois, bah, son risque sera là, hein, au même titre que les bains de bouche aujourd'hui, on recommande à nos patients des bains de bouche non alcoolisés, qu'on ait eu des rayons ou pas. Donc c'est vraiment le contact local, contact au tabac, et donc le poumon, bah, par contact, par la combustion qu'on met dans les alvéoles et au niveau de notre larynx, typiquement un cancer du larynx, corde vocale, je crois que je n'ai jamais vu chez un patient non-fumeur. Alors que des cancers HPV juste au-dessus, ils ne fument pas. Donc c'est vraiment le contact avec l'alcool dans la bouche, le contact avec le tabac et le contact avec l'HPV qui va se planquer dans des zones particulières. On a dit les amygdales, pourquoi? Simplement parce qu'il y a des replis, des amygdales linguales et palatines, des cryptes, et que l'HPV se met dedans, il est tranquille, personne l'embête. Alors que sur une joue, l'HPV, bon, bah, il est au contact et il est balayé par un coup de langue ou un coup de salive. Merci beaucoup, Dr Paris, pour cette intervention. C'était extrêmement performant et clair.